Bonsoir. 180 pays rapportent ce soir plus de 965 000 cas et fort heureusement plus de 203 000 personnes sont guéries. Les États-Unis signalent le plus grand nombre de cas dans le monde, plus de 216 000. L'Italie a plus de 110 000 cas confirmés. L'Espagne a le même nombre, 110 000 cas. L'Allemagne, 81 000. Le total des décès de cas confirmés dépasse ce soir les 50 000. L'Italie, l'Espagne et les États-Unis sont les pays qui rapportent le plus grand nombre de décès, 13 915 en Italie, plus de 10 000 en Espagne et 5 148 aux États-Unis. En France, nous affrontons une épidémie exceptionnelle, entraînant un impact sans précédent sur les établissements de santé. Vous le savez, les résultats les plus importants sont issus des données hospitalières, 880 établissements de santé, qui démontrent l'impact très sévère du virus et de l'épidémie Covid. 26 246 personnes sont actuellement hospitalisées. 6 399 cas graves nécessitent des soins lourds, en soins intensifs, en réanimation. Et vous savez que ce chiffre dépasse les capacités initiales de réanimation de notre pays il y a quelques semaines. 35% des patients hospitalisés en réanimation ont moins de 60 ans, 60% ont entre 60 et 80 ans, et aujourd'hui, 90 personnes sont actuellement hospitalisées en réanimation et âgées de moins de 30 ans. Ce jour, 382 patients de plus ont été pris en charge par les services de réanimation, contre 452 hier mercredi, 458 mardi et 475 lundi. Depuis le 1er mars, 4 503 décès ont été signalés en milieu hospitalier. 83% de ces décès ont eu lieu chez des personnes de plus de 70 ans. 471 décès ont donc été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Il s'agissait de 509 décès sur la période précédente. 12 428 personnes sont sorties guéries, c'est un chiffre qui progresse chaque jour, et donc c'est 1 493 personnes qui sont sorties guéries de l'hôpital en 24 heures. Nous surveillons, vous le savez aussi, la situation en population, ce qu'on appelle la surveillance syndromique, l'activité des services d'urgence, de SOS médecins et des laboratoires. Les urgences ont signalé 3 195 passages, soit 18% de l'activité totale, 39% d'hospitalisation après passage aux urgences et 4% direct d'admission en réanimation. 1217 interventions de SOS médecins ont été rapportées contre 1328 pour la journée précédente. Les laboratoires de ville ont réalisé 36 155 tests, dont 10 731 sont revenus positifs, soit un taux de 30% de positivité. Santé publique France, qui publiera ce soir son point épidémiologique, fait des estimations sur le nombre de cas en ville. Ces estimations sont de 51 000 cas sur la semaine 12 et de 90 000 cas sur la semaine 13. Vous le savez, la situation dans les établissements sociaux et médico-sociaux nous concerne particulièrement. Nous sommes très attentifs à cette situation pour nos personnes les plus vulnérables, pour nos personnes âgées. Et c'est un sujet de préoccupation pour l'ensemble des Français. Nous avons donc mis en place un dispositif spécifique de signalement qui est testé depuis le 28 mars, qui monte progressivement en charge pour avoir une remontée des données issues de l'ensemble des établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes, dont vous connaissez évidemment la grande variété sur le territoire national, et les établissements médico-sociaux. Actuellement, l'ensemble des établissements de type EHPAD n'a pas encore réalisé la totalité des remontées des cas et des décès. Nous avons 7 400 EHPAD et 10 600 structures au total. Les données sont donc toujours en consolidation. Nous avons cependant des premiers chiffres partiels, avec de grandes inégalités dans le recueil entre régions, et un travail important est en cours pour regrouper l'ensemble de ces données. Nous constatons 14 638 cas confirmés ou possibles d'infection par Covid, et nous déplorons ce soir 884 décès survenus au sein des établissements sociaux et médico-sociaux et rattachés
à l'infection Covid-19. Outre le fait que c'est une nouvelle extrêmement triste qui concerne les personnes âgées auxquelles nous sommes évidemment très attachés, je voudrais donner ces chiffres avec beaucoup de précautions et surtout vous rappeler quelques éléments. D'abord, toute comparaison avec d'autres pays, notamment européens, est très délicate. Les systèmes de santé sont très différents et les structures, notamment de type EHPAD, ne sont pas courantes dans nos pays voisins. Ensuite, et c'est encore plus important, je voudrais saluer les 400 000 professionnels qui œuvrent au quotidien avec un engagement remarquable partout sur le territoire, avec un dévouement extrême que nous connaissons, que nous découvrons, que nous remercions chaque jour lorsque nous allons voir nos personnes âgées dans ces établissements. Et ils font tout pour empêcher le virus de rentrer dans les établissements, pour éviter sa propagation au sein de l'établissement et pour protéger au mieux près de 600 000 résidents dans les établissements de santé. 750 000 personnes âgées sont prises en charge dans différents types d'établissements. Je termine par les résultats des tests. Vous savez que ces tests sont confirmés par PCR et donc nous avons ce soir, selon Santé publique France, 59 105 tests confirmés. Un point très important, vous l'avez noté, des décès surviennent en milieu hospitalier et vous sont rapportés. Des décès surviennent dans les établissements d'accueil pour personnes âgées et nous avons les premiers chiffres ce soir. Tous ces décès sont évidemment des drames individuels et des drames collectifs. Ce sont des personnes, ce sont des hommes et des femmes. Et nous avons aussi, vous le savez, un souci qui est d'avoir vraiment la visibilité sur l'ensemble de la mortalité en France. Mortalité à l'hôpital, mortalité en établissement, mortalité en ville, au domicile. Et c'est pourquoi nous avons mis en place là aussi un dispositif spécifique de surveillance de la mortalité toute cause. Cette mortalité remonte forcément à l'état civil, en mairie et ensuite à l'INSEE. Nous avons donc demandé à ces structures, à l'état civil, à l'INSEE, à Santé publique France, de faire en sorte que nous ayons ces données quasiment en temps réel. À l'échelon national, nous observons un excès de mortalité par rapport à la mortalité attendue au cours d'un mois de mars, qui atteint 14% sur la semaine 12, la semaine du 16 au 22 mars. Et cet excès se confirme et se renforce encore sur la semaine 13, avec un excès de 19% du 23 au 28 mars. À l'échelon régional, l'excès de mortalité par rapport à la mortalité attendue en semaine 13 s'est fortement renforcé dans les régions Grand Est et Île-de-France et est également observé en Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. À l'échelon départemental, en semaine 13, 26 départements présentent un excès de mortalité par rapport à la mortalité attendue, dont 2 dans des niveaux d'excès exceptionnels, le département du Haut-Rhin et le département de la Seine-Saint-Denis. Parmi ces 26 départements sont inclus les 8 départements d'Île-de-France, 8 des 10 départements de la région Grand Est et 3 des 5 départements des Hauts-de-France. La mortalité concerne principalement les plus de 65 ans. Vous le savez, je le répète chaque soir, le nombre d'hospitalisations en réanimation est un indicateur majeur, un indicateur très important pour suivre l'impact de l'épidémie, mais surtout sa gravité. Il s'agit d'un reflet de nos capacités de prendre en charge au mieux les patients les plus graves, mais aussi d'un indicateur qui nous servira à évaluer dans les prochains jours l'impact du confinement. Sur le territoire national, nous disposons de plus de 2000 lits de réanimation disponibles. Il y a eu un effort considérable et aujourd'hui, nous avons plus de 9000 lits de réanimation en France. C'est un effort qui a été dû à la déprogrammation, à la mobilisation des établissements et des équipes, et tous les établissements, publics et privés, sont mobilisés partout sur le territoire national pour accroître cette capacité de réanimation qui, je vous le rappelle, n'était que de 5000 lits de réanimation avant l'épidémie et qui est portée ce soir à plus de 9000 lits. Nous veillons depuis le premier jour à offrir les meilleurs soins possibles à tous les malades, notamment évidemment les malades les plus graves qui nécessitent une prise en charge en réanimation. Des renforts humains ont été appelés, je l'avais précisé, en soutien aux régions les plus touchées, notamment Grand Est et Île-de-France. Ces renforts humains sont arrivés aujourd'hui, plus de 112 professionnels de santé compétents en réanimation en Île-de-France. Nous en attendons demain plus de 100
médecins anesthésistes, réanimateurs, infirmiers et aides-soignants. Cet objectif permanent nous conduit, au nom de la solidarité nationale, outre les renforts humains, outre les renforts en matériel, à opérer aussi des transferts de patients en interrégional, en intra-régional, à l'international, pour soulager les établissements les plus touchés et transférer des patients vers des établissements ou des régions plus épargnées par l'épidémie. Aujourd'hui, 4 opérations de transfert sont en cours et permettront de déplacer 6 patients du Grand Est vers l'Occitanie et 72 patients d'Île-de-France vers les régions Pays de la Loire, Normandie et Centre-Val de Loire par voie aérienne et terrestre, où ils pourront donc poursuivre leurs soins dans les meilleures conditions. Au nom de la solidarité nationale et européenne, des transferts transfrontaliers à destination du Luxembourg, de la Suisse, de l'Autriche et de l'Allemagne ont été réalisés ou sont encore en cours. 163 patients de la région Grand Est ont bénéficié de ces transferts. D'autres opérations sont prévues pour soulager nos hôpitaux et soulager évidemment nos équipes soignantes qui ne ménagent pas leur peine. De nouvelles opérations de type Morphée ou TGV médicalisé sont planifiées pour transférer de nouveaux patients du Grand Est et d'Île-de-France, qui, vous le savez, sont les régions les plus en tension. Grâce à la mobilisation totale de l'ensemble des moyens de l'État, nous comptabilisons aujourd'hui 439 patients lourds dans une situation critique qui ont pu être transférés dans d'excellentes conditions vers des régions moins en tension. Ce nombre est amené à progresser dans les jours et les semaines qui suivent. Autre point très important, vous le savez, nous rappelons tous les jours l'importance du confinement, l'importance de la distance d'1 mètre entre chaque individu et l'importance de la réduction du nombre de contacts par l'application stricte des mesures barrières. Nous avons donc tout fait pour privilégier la prise en charge médicale à distance quand elle est possible, pour vous éviter des déplacements et pour vous éviter des contacts. Nous observons aujourd'hui que ces préconisations ont été très largement suivies. Les consultations à distance ont connu une croissance sans précédent ces 2 dernières semaines. Avant l'épidémie, les téléconsultations étaient pratiquées pour moins d'1% des consultations médicales. Elles représentaient la semaine dernière déjà plus de 10%. Nous sommes particulièrement soucieux que les patients souffrant de troubles psychiques et les services et établissements chargés de leur suivi ne soient pas oubliés. Comme tous les citoyens, ils doivent avoir accès aux soins requis par le Covid-19. Dès le début de la crise, les établissements et services de psychiatrie se sont mobilisés de façon remarquable, avec une très grande réactivité et un grand professionnalisme, avec des très nombreuses initiatives locales, allant de la réorganisation des services à des plateformes d'écoute et de soutien des soignants. Une cellule de crise nationale dédiée Covid-19 santé mentale a été mise en place, rassemblant tous les acteurs institutionnels, professionnels, représentants d'usagers. Elle a produit des recommandations accessibles sur le site du ministère. La recommandation générale est de satisfaire les préconisations de distanciation sociale, la priorité étant de réserver les hospitalisations aux patients qui ne peuvent pas sortir et être pris en charge en ambulatoire. Le corollaire est que l'ambulatoire doit être renforcé et assurer des prises en charge présentielles et dématérialisées. Tout ceci nécessite des réorganisations profondes, un accompagnement des patients au plus près de leurs besoins. Je veux rappeler ce soir que si la filière somatique est en première ligne, en ville comme à l'hôpital, la filière santé mentale a un rôle essentiel à jouer, avec 3 séries d'enjeux. La prise en charge des patients des établissements psychiatriques qui nécessitent des soins liés au Covid-19, la santé mentale des soignants durement impactés qui interviennent en première ligne et au plus proche des malades, et puis les entourages des malades aussi sont évidemment à prendre en compte, la santé mentale de la population générale, soumise à un confinement qui peut parfois appeler des actions d'information, voire une prise en charge médico-psychologique pour prévenir un possible stress post-traumatique, et le dispositif national grand public de soutien psychologique qui, je vous le rappelle, est déployé par le numéro vert, le 0800 130 000. L'anonymat et la confidentialité sont évidemment garantis. C'est aussi un dispositif très important pour accompagner nos personnels de santé au mieux, avec une plateforme spécifique qui leur est dédiée. Il y a une plateforme d'écoute et de soutien de la Croix-Rouge, Croix-Rouge Écoute, qui assure la prise en charge en lien avec le réseau national de l'urgence médico-psychologique, regroupant les professionnels des cellules d'urgence médico-psychologique. En ce 2 avril, Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme,
J'ai une pensée toute particulière pour l'ensemble des personnes qui vivent avec un trouble du spectre autistique, ainsi que leurs familles, leurs proches, leurs amis, pour qui cette période d'épidémie et de confinement est une épreuve particulièrement difficile et perturbante. Le président de la République a annoncé un assouplissement des conditions de sortie pour les personnes en situation de handicap et leurs accompagnants. Un document attestant de cette situation particulière devra être présenté aux forces de l'ordre afin de justifier la sortie. Le confinement ne doit pas être un obstacle aux soins. C'est pourquoi nous sommes particulièrement attentifs à la prise en charge des personnes vivant avec un handicap. Des dispositifs de soutien et d'information spécifiques aux personnes et à leurs familles ont été mis en place. Il est ainsi possible d'appeler Autisme Info Service au 0800 71 40 40 ou de solliciter un soutien sur le site dédié autismeinfoservice.fr. Je vous remercie. Une question pour Hospimedia. Vous avez annoncé le déplacement de personnel soignant en renfort dans certaines régions. Y a-t-il une rémunération exceptionnelle pour ces professionnels et dans quel cadre réglementaire s'inscrivent ces déplacements ? Alors, il y a plusieurs dispositifs de mobilisation des soignants, et c'est évidemment le cas depuis le début de l'épidémie. D'abord, il y a tous les soignants qui se sont portés volontaires pour aider dans leur établissement, parce qu'ils étaient sur des services qui ont arrêté leur activité, parce qu'ils étaient au bloc opératoire, parce qu'ils étaient en congé. Donc il y a eu un formidable élan de solidarité vis-à-vis de son établissement, que l'on soit directement employé par l'établissement ou simplement professionnel de santé à proximité. Il y a la réserve sanitaire, il y a les plateformes d'appel, je les ai déjà rappelées, la plateforme du ministère de la Santé, mais aussi des plateformes régionales, comme la plateforme d'Île-de-France. Et donc toutes les personnes se sont inscrites sur cette plateforme qui met en contact un professionnel avec ses compétences et des besoins exprimés par les établissements. Et enfin, il y a même des volontaires qui sont à la retraite ou qui sont sans activité, qui se sont directement portés candidats pour venir en soutien aux équipes les plus touchées, les plus exposées à cette vague épidémique. Donc beaucoup de solidarité, beaucoup de volontariat, mais bien entendu, il faut saluer cet engagement. Nous avons mis en place des dispositifs spécifiques pour ces renforts, pour les acheminer rapidement vers les hôpitaux, et ils seront bien entendu pris en charge, et il y aura des conditions spécifiques de rémunération, puisque c'est un effort considérable que toute la nation fait pour soutenir ces personnels de santé. Une question du Monde sur les transferts de patients. Quelle est la stratégie nationale d'allocation des ressources en lits de réanimation ? Y a-t-il des quotas par région ? Alors, il n'y a pas de quota. Chaque région avait déjà son parc hospitalier et l'ensemble des établissements de santé mobilisés, à la fois établissements de santé publics, établissements de santé privés. La déprogrammation, le plan blanc qui a été déclenché tôt, a permis d'annuler tous les actes médicaux et tous les actes chirurgicaux non urgents. Donc, ça a libéré beaucoup de blocs opératoires, beaucoup de salles de réveil, beaucoup de personnel. Ça nous a permis effectivement de mobiliser beaucoup de moyens humains pour cette réanimation. Et on a bien vu que la capacité de réanimation en France a quasi doublé en quelques jours. C'est totalement inédit en France, grâce à l'ensemble de ces efforts, à la fois de trouver des lits, de trouver des respirateurs, de trouver des équipes. Et puis ensuite, il y a un mouvement que nous avons mis en place avec une coordination nationale qui est à la fois de soutenir la région la plus touchée. C'est ce qu'on a fait d'abord pour le Grand Est, c'est ce qu'on fait aujourd'hui beaucoup pour l'Île-de-France, en lui apportant des moyens humains, en renforçant ses moyens matériels, en envoyant notamment des respirateurs, mais aussi en l'aidant avec des évacuations à baisser un petit peu la pression pour les équipes, en évacuant des malades extrêmement graves, extrêmement lourds, de réanimation, d'une région vers une autre, ou même en intra-régional aussi, puisque beaucoup d'établissements se sont aidés de façon plus proche. Toutes ces évacuations, il faut le dire aux Français, se passent dans des conditions exceptionnelles de sécurité. Nous n'avons jamais évacué autant de patients graves en France dans toute l'histoire. Ce sont des patients qui sont intubés, ventilés, qui sont pris en charge par des équipes médicales de réanimation et qui sont accompagnés pendant tout le transfert, depuis leur chambre à l'hôpital, depuis l'hôpital où ils étaient, vers l'hôpital où ils seront accueillis. Et donc, ça se passe vraiment dans d'excellentes conditions de sécurité. Une question pour Le Monde. Quels sont les stocks de médicaments en France ? Combien de jours cela représente-t-il ? Et quelles sont les mesures pour sécuriser les nouvelles sources d'approvisionnement de ces médicaments ? Alors, là, on parle de peut-être des centaines ou de milliers de médicaments. Ce n'est pas le sujet. Nous sommes vraiment très attentifs à quelques médicaments, en particulier les médicaments nécessaires à la réanimation, à la fois à la réanimation, l'anesthésie,
Et donc, depuis le début de la crise, nous sommes très attentifs à ce que toute la filière de prise en charge, au sens large, respirateurs, consommables, ressources humaines, lits et évidemment médicaments indispensables, soit sécurisée. Je l'ai déjà dit, il y a une demande considérable au niveau mondial. Il y a des tensions de production dans beaucoup de pays qui étaient producteurs de matières premières. C'est le cas de la Chine, c'est le cas de l'Inde. Et donc, nous sommes très attentifs à sécuriser l'amont, c'est-à-dire les commandes, et faire en sorte que les matières premières soient toujours disponibles pour les industriels qui parfois sont en Europe, voire même en France. Nous avons sensibilisé l'ensemble des industriels. Leurs représentants et l'Agence nationale de sécurité du médicament jouent son rôle de gendarme du médicament pour s'assurer que les industriels mettent le maximum de capacité à la production de médicaments. Et enfin, nous avons l'aval, c'est-à-dire nous vérifions en permanence que l'ensemble des stocks des pharmacies hospitalières soit à disposition de l'ensemble des établissements. C'est-à-dire qu'un établissement qui a peu d'activité, parce que c'était une clinique chirurgicale par exemple, ou un établissement qui avait une grosse activité de chirurgie et qui actuellement n'opère plus, que l'ensemble de ces stocks d'anesthésie ou de réanimation soient mis à disposition des services qui accueillent les malades atteints du Covid. Une question pour l'APM. Des personnels d'EHPAD n'osent pas revenir travailler après une première infection au coronavirus par peur d'être contaminés par une autre souche. Est-ce qu'il existe plusieurs souches virales qui circulent en France? Et si oui, quelles sont leurs caractéristiques? Alors, c'est une excellente question. Aujourd'hui, on va dire c'est assez exceptionnel. Dans l'histoire des épidémies, il n'y a quasiment que le coronavirus qui circule. On voit en hiver habituellement la gastro-entérite, la grippe, la bronchiolite qui circulent à peu près en même temps. Là, ce n'est pas le cas. La grippe a totalement disparu, ou quasiment disparu de la plupart des territoires sur la planète, alors que le coronavirus devient le virus prédominant. Et donc, je tiens à envoyer ce message rassurant aux professionnels de santé qui sont que quand ils ont été malades et qu'ils sont guéris, parce qu'il faut effectivement être sûr qu'on est guéri et donc attendre peut-être 2 ou 3 jours sans aucun symptôme, il n'y a plus d'inquiétude sur une réinfection par ce coronavirus. Nous allons avoir d'ailleurs des études sérologiques internationales qui vont démontrer cette apparition d'anticorps, cette immunité protectrice, et je l'espère pérenne, face à ce virus. Donc là encore, on apprend au fur et à mesure qu'on découvre sur ce virus, mais il n'y a pas de différents virus qui circulent, et donc quand on a fait une infection à coronavirus, on a une immunité acquise, et on peut ensuite considérer que l'on est justement protégé et pouvoir porter toute l'attention aux malades atteints. Une question pour l'APM. Observe-t-on un effet du confinement sur le nombre de nouveaux cas confirmés et sur les admissions en réanimation? L'ARS Normandie a par exemple rapporté l'amorce d'un plateau et dans l'Oise, on constate une stabilisation depuis le début de la semaine. Alors je serai extrêmement prudent. Je vous l'ai dit, il y a une phase d'incubation d'environ une semaine, une phase où l'on présente des symptômes pendant encore une semaine, et parfois, certains patients, heureusement, la proportion est faible, mais certains patients s'aggravent lors de la deuxième semaine ou à peu près à J6, J7. Donc, le délai d'apparition des formes graves pourrait être autour de 15 jours jusqu'à 17-18 jours, et donc ça veut dire qu'on est à peu près à cette période par rapport au début du confinement. Donc c'est pour ça que j'ai déjà dit à plusieurs reprises que l'évaluation de l'impact du confinement se ferait probablement à la fin de la semaine ou au cours du week-end, où on devrait commencer à avoir un impact sur les admissions à l'hôpital, sur les admissions en réanimation en particulier. Donc c'est un tout petit peu tôt. Quand on a des bonnes nouvelles du terrain, celles que vous donnez de Normandie, mais aussi quelques retours que j'ai directement du Grand Est notamment, tant mieux. C'est-à-dire que s'ils ont l'impression, et tant mieux, s'ils observent qu'il y a moins d'appels au SAMU, qu'il y a moins de transferts en réanimation, c'est toujours de bonnes nouvelles. Mais un peu de prudence dans les 2 ou 3 jours qui viennent. On espère effectivement une moindre pression sur les services de réanimation. On observe aussi, c'est important, ce qui se passe en ville. Je vous ai donné les chiffres de la surveillance syndromique. Le nombre d'appels à SOS médecins, par exemple, ou le nombre de passages aux urgences, démontre aussi des formes un tout petit peu plus précoces que le passage en réanimation. Et donc, on regardera aussi cette activité-là. Si elle baisse, ce sera un indicateur, effectivement, d'efficacité du confinement. Une question pour l'APM. Beaucoup de soignants se plaignent du manque de surblouses. Est-ce qu'une mobilisation de l'industrie est en cours? Oui, alors une mobilisation de l'industrie est en cours sur l'ensemble des consommables, de l'équipement des soignants. Il y a effectivement beaucoup d'attention sur l'équipement en masque, sur l'équipement en gants, sur l'équipement en lunettes. On est vraiment très attentif à ce que tous les équipements nécessaires à la bonne prise en charge des patients, en particulier en réanimation, soient disponibles. Et dans ce domaine-là, comme dans d'autres, on est vraiment attentif
à l'ensemble de l'environnement du soignant et à assurer à ses soignants l'équipement de protection. Une question de Politico. Est-ce que la France compte changer sa doctrine sur le port des masques maintenant que des pays européens obligent leurs citoyens à en porter, comme l'Autriche, la Slovaquie ou la République tchèque? Et pourquoi ces pays ne sont pas confrontés aux mêmes problèmes d'approvisionnement que la France? Alors, les problèmes d'approvisionnement sont absolument les mêmes pour tout le monde. Nous avons la chance d'avoir effectivement, et vous savez, ça a été dit, une réflexion et une mobilisation très forte de l'industrie française sur la production de masques alternatifs. Et effectivement, les Français aujourd'hui demandent à disposer peut-être de moyens de protection lorsqu'ils sont exposés, lorsque le confinement sera levé. Et donc tout ce qui peut favoriser effectivement ce changement de pratique, parce que c'est vrai qu'on a vu plusieurs recommandations très spécifiques à l'hôpital, très spécifiques aux malades, la tuberculose, la protection des soignants en milieu de réanimation, la protection des soignants exposés face à un malade. Si effectivement nous avons la possibilité en France de fabriquer ce type de masque de protection, ce sera une excellente chose. Et puis on pourra peut-être voir un changement de comportement au sein des Français qui n'avaient pas cette habitude jusqu'à maintenant, qui avaient acquis les mesures barrières, parce qu'il y a eu des très gros efforts sur les mesures barrières et le lavage des mains. Les solutions hydroalcooliques sont de plus en plus utilisées. Mais effectivement, on voit bien qu'il y a un changement très profond qui nous vient d'Asie, qui arrive en Europe, c'est assez nouveau en Europe, mais peut-être que dans quelques semaines, nous observerons cet accès aux masques alternatifs, aux masques de protection qui seront des productions locales. Une question de RTL. Les décès des patients âgés liés au Covid-19 dans les établissements gériatriques hospitaliers, tels que les établissements AP-HP, Sainte-Périne ou Broca, sont-ils comptés dans le bilan annoncé chaque soir ou sont-ils intégrés au bilan EHPAD? Alors, soit on est en EHPAD, soit on est dans un établissement de santé. Donc, c'est juste une question de statut. Donc, quand on est à l'AP-HP, c'est un hôpital. Donc, c'est l'hôpital qui rapporte à ce moment-là les décès. On est évidemment attentif à ne pas oublier de décès d'une part, mais pas à les compter deux fois non plus. C'est une question de fiabilité et d'exigence. Mais effectivement, on voit bien que nous avons trois sources et que ces trois sources sont complémentaires. Les données hospitalières qui remontent tous les jours des centres de crise, des cellules de crise des hôpitaux, les données qui commencent à être consolidées de l'ensemble des établissements, ils sont très nombreux, je vous le rappelais, vers les ARS et vers Santé publique France pour nous donner cette mortalité observée dans les établissements d'accueil. Et enfin, la surveillance de l'état civil par l'INSEE et par Santé publique France qui nous donnera la mortalité globale, puisque finalement, les morts observés en milieu hospitalier, ceux qui sont observés en EHPAD et ceux qui surviennent aussi à domicile, passent par l'état civil, passent par cette surveillance que nous vous donnons avec l'augmentation de mortalité observée dans certaines régions, dans certains départements. Une question du Monde. Est-il possible d'avoir les chiffres de cas confirmés et de décès EHPAD par région? Alors, nous allons encourager les agences régionales de santé à communiquer leurs chiffres. Après, il faut bien savoir que nous avons donc des régions qui n'ont pas la même démographie du tout. Vous savez, la France le sait bien, il y a des régions plus jeunes que d'autres, des régions qui ont plus de personnes âgées. Donc là encore, il faudra tenir compte de la démographie régionale, du nombre d'établissements, mais nous encourageons effectivement cette transparence, puisque les EHPAD ont fait un effort considérable de déclaration de transparence sur les cas confirmés, les cas suspects, les décès. Nous aurons effectivement à favoriser une communication régionale sur les données de chaque région. Une question de VL Média. Avez-vous des données sur les Français expatriés encore présents à l'étranger, notamment sur les contaminations, les hospitalisations et les décès, et comment sont-ils accompagnés par les services de l'État? Alors, je n'ai pas ces données, mais vous savez que nos services diplomatiques sont totalement mobilisés. C'est leur rôle d'ailleurs de venir en soutien aux Français à l'étranger. Donc, il faudrait demander au ministère des Affaires étrangères. Une question de CNews. Est-ce que le Covid qui s'attaque aux poumons peut endommager le cerveau? Le New York Times a cité un cas à Détroit. Est-ce que cela a été observé en France? Alors, c'est une question qui préoccupe beaucoup les médecins, puisqu'en fait, on découvre à chaque fois des variantes. Je vous avais cité cette variante française qui est maintenant confirmée par les médecins européens, qui était cette atteinte des nerfs olfactifs ou du nerf qui est responsable du goût, donc avec la disparition de l'odorat ou la disparition du goût, qui est une atteinte neurologique, une atteinte des nerfs. Il y a des tableaux qui ressemblent à des atteintes des fonctions supérieures, sans qu'on ait de confirmation qu'il y ait vraiment une atteinte cérébrale, mais devant tout nouveau virus et avec des profils de patients différents, on peut avoir des
des tableaux cliniques différents. Je vous ai parlé aussi des formes plutôt digestives des personnes âgées. Donc, au fur et à mesure que de très nombreux patients sont infectés avec des profils différents, avec des âges différents et dans des pays différents, on observe des formes variées. Et donc, on est évidemment très attentif à ces descriptions. Une question de France Info. La réglementation espagnole a été modifiée pour les morts du Covid pour autoriser une incinération plus rapide. Est-ce que des mesures similaires sont envisagées en France ? Alors, nous avons des procédures spécifiques, effectivement, sur les soins funéraires. Vous savez que nous sommes évidemment attentifs à ce que la sécurité soit assurée au moment du décès pour l'entourage, pour les personnes qui interviennent et pour les services funéraires. Donc, il y a des procédures spécifiques de prise en charge des décès Covid en France. Une question pour ANSA, agence de presse italienne. Pouvez-vous préciser la façon dont est comptabilisé le chiffre des personnes que vous donnez en réanimation ? Est-ce en fonction des sorties pour guérison ou pour décès ? Alors, là, c'est une question que peut-être que je n'ai pas été très clair. On a chaque jour des personnes qui rentrent en réanimation, et c'est le chiffre que je vous donne de nouveaux patients en réanimation. Il y a effectivement des personnes qui sortent de réanimation. L'essentiel de ces personnes, il faut quand même le dire, guérissent. Quand on sort de réanimation, je vous l'ai dit, on ne rentre pas forcément tout de suite à la maison. On passe par une étape intermédiaire qui peut être une hospitalisation en médecine, une hospitalisation en rééducation, par exemple. Et donc, je vous donne aussi le nombre de personnes actuellement hospitalisées, qui est finalement le solde des entrées et des sorties. Merci beaucoup, c'était la dernière question. Merci à vous.